Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la troisième conférence sur les grands jardins du monde. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé, merci. Vous allez voir au-delà de 250 photos. On commence par, non pas le moindre, les jardins du château de Versailles. Ça a été ce jardin le prototype de plein d'autres qui ont tenté de l'imiter, sinon de faire mieux que lui. En 1663, le roi Louis XIV, roi de France, désigne André Le Nôtre, le jardinier royal, pour s'occuper de la création et de la réalisation des jardins de Versailles, dont voici le plan. À ses yeux, les jardins avaient autant d'importance que le palais du même nom. Ces travaux vont être entrepris simultanément à ceux du bâtiment. Ils vont durer une quarantaine d'années, car ils étaient vraiment titanesques. De la fenêtre de la galerie des glaces du palais se déploie sous l'œil des visiteurs la grande perspective qui conduit le regard du parterre d'eau tout près jusqu'à l'horizon lointain. Cet axe est-ouest, André Le Nôtre se plut à l'aménager et même à le prolonger en élargissant l'allée royale et en faisant creuser le Grand Canal. La création de ces jardins a demandé une somme de travail colossale. D'abord, pour arriver à niveler les espaces et aménager les parterres, creuser les bassins et toute l'infrastructure hydraulique nécessaire pour les fontaines et leurs jets d'eau spectaculaires, sans parler de la construction de l'orangerie, du Grand et du Petit Trianon. Les équipements pour réaliser de tels travaux étaient primitifs comparés à ceux actuellement disponibles. Beaucoup de main-d'œuvre a suppléé à cette lacune, et souvent c'était des régiments complets de l'armée qui étaient mis à contribution pour exécuter ces travaux. Les arbres qu'on plantait étaient souvent des spécimens matures venant des nombreuses provinces françaises. Pour conserver tout leur panache, les jardins de Versailles, imaginez, doivent être replantés à tous les 100 ans. Le roi Louis XVI s'en est chargé au début de son régime au XVIIIe siècle. Une replantation a suivi ensuite sous le règne de Napoléon III dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et finalement, à la fin du XXe siècle, suite à un certain nombre de tempêtes dont les plus dévastatrices ont eu lieu en décembre 1999, le jardin a été entièrement replanté. C'est donc dire que les jardins de Versailles, dans leur état actuel, ont le même aspect qu'ils avaient sous leur initiateur Louis XIV. Les bassins et les fontaines. Un bassin est dédié à Latone, qui était la mère d'Apollon. Conçue par André Le Nôtre, la fontaine représente un épisode tiré des Métamorphoses d'Ovide, poète latin. Le bassin d'Apollon, situé un peu plus loin, est celui où on voit les chars d'Apollon émergeant avec fougue des eaux du bassin. Celui-ci, avec sa fontaine spectaculaire, forme un point de convergence entre le Petit Parc et le Grand Canal. Le Grand Canal, justement. Ce dernier a une longueur de pas moins de 1,5 km et une largeur de 62 mètres, soit à peu près 200 pieds. Vous pouvez imaginer le nombre de coups de pelle nécessaires pour réaliser une telle excavation? Ce canal prolonge l'axe est-ouest jusqu'à l'entrée du Petit Parc. En 1674, Louis XIV commanda la construction de la Petite Venise. Située à la jonction d'un bras du Grand Canal, celle-ci abritait les yachts et les caravelles reçus des Pays-Bas et qui hébergeaient les gondoliers et leurs gondoles reçues en cadeau du Doge de Venise, d'où l'origine du nom de cet endroit. La flottille avait plusieurs usages. Distraire les gens de la cour royale, aussi pour montrer la puissance du monarque. Ces bâtiments qui hébergeaient le personnel rattaché à la flottille sont maintenant disparus, évidemment.
À la place, on trouve une trattoria italienne qui s'appelle justement la Petite Venise. Il est possible de louer une barque pour faire une balade sur le Grand Canal. Intéressant, n'est-ce pas? En plus de ses fonctions décoratives, le Grand Canal jouait aussi un rôle pratique. Situé au point bas des jardins, il recevait les eaux des fontaines situées en amont. Cette eau était alors pompée, soit grâce à un réseau de pompes actionné par des moulins à vent, ou bien par des chevaux les jours où il ne ventait pas. Les eaux étaient renvoyées au réservoir situé en hauteur pour ensuite alimenter les fontaines par simple gravité. Ce système hydraulique fonctionnait donc en circuit fermé. Le bassin de Neptune. On transforma le bassin des Sapins pour en faire le bassin de Neptune. En 1679, ce bassin est agrandi et en 1682, les premiers vases sont installés. Ce n'est que sous le règne du roi suivant, donc sous Louis XV, que les 2 dragons et autres sculptures sont installés. En 1685, les eaux y jouent pour la première fois. Les bosquets. Les jardins des Trois Fontaines, les jardins de Versailles, sont divisés en bosquets, tels que le bosquet des Dômes, le bosquet du Labyrinthe, le bosquet de l'Étoile, et ainsi de suite. Les bosquets, c'était dans la partie supérieure de l'image, là où vous voyez les arbres. C'était parmi ces arbres-là, les bosquets. Nous nous contenterons de décrire le bosquet des Trois Fontaines, celui conçu par Louis XIV lui-même en 1677 et aménagé par son jardinier Lenôtre à l'emplacement où était naguère le bosquet du berceau d'eau. Cette dernière fontaine est dans un bassin octogonal avec une vasque entourée de 8 jets droits. Cette fontaine surplombant la cascade inférieure composée de 2 bassins latéraux ayant chacun 3 jets séparés par un escalier. La fontaine supérieure est un bassin rond simplement décoré d'un gros jet. Les fontaines sont entourées de buis sculptés en topiaire. Ce bosquet est constitué de 3 fontaines et de 2 cascades, alimentant l'eau de la fontaine supérieure vers la fontaine inférieure. Le manque d'eau. Après l'achèvement du Grand Canal en 1671, l'eau recirculée pouvait être dirigée vers le réservoir. Même si ce système avait résolu certains des problèmes d'approvisionnement, il n'y en avait toujours pas assez d'eau pour faire fonctionner toutes les nombreuses fontaines en même temps. Les fontaines visibles depuis le château pouvaient fonctionner simultanément, mais celles dans les bosquets plus éloignés ne fonctionnaient que sporadiquement. Lorsque le roi se mettait en frais de faire la tournée des jardins avec des invités, mettons, à l'arrivée de sorte que un système avait été mis en place dans le bosquet, de sorte qu'à l'arrivée du roi, un coup de sifflet annonçait que la fontaine devait être actionnée. Une fois le roi parti, le responsable devait fermer la fontaine et avertir par un coup de sifflet que la fontaine suivante devait être mise en marche. Les arbres de Versailles. Dans les jardins, il est possible de voir 30 arbres qui sont les témoins vivants d'un passé lointain, ainsi que de précieux spécimens venus du bout du monde. L'arbre qu'on voit ici, c'est le sophora, qui est venu du Japon et avait été apporté à Versailles par le jardinier de Marie-Antoinette, qui le fit placer en 1768 pour qu'elle puisse l'admirer depuis le Trianon. Après Louis XIV, qui fit planter des milliers de chênes, d'hêtres et de châtaigniers, son arrière-petit-fils Louis XV installa un jardin botanique qui atteindra une grande renommée à travers toute l'Europe avec 4000 espèces de végétaux. Le parc forestier de Versailles a été restauré, comme j'ai dit tantôt, après l'hécatombe survenue le 26 décembre 1999, où 1850 arbres ont été mutilés ou détruits. Les jardins de Versailles comptent environ 350 000 arbres sur sa superficie de 800 hectares.
À l'orangerie, on retrouve 1500 arbres en caisse, dont des palmiers et plus de 900 orangers. Ce champ, situé à proximité du Trianon, a été daté comme contemporain de Louis XIV. Planté en 1668, il mesure 36 mètres de hauteur et possède un tronc de 5 mètres de circonférence. Son et lumière. Les jardins et fontaines de Versailles sont déjà exceptionnels pendant le jour, mais à la nuit tombée, les spectacles de feux d'artifice vont bouleverser toutes les attentes. Cette expérience visuelle et sonore va faire revivre les faces d'une autre époque. Les grandes eaux nocturnes présentées tous les samedis soirs de l'été est l'occasion où les jardins royaux se parent de mille feux et ramènent l'époque du roi Soleil. Cette occasion permet de flâner dans les bosquets avec leur fontaine habituellement fermée au public. Pendant la promenade, on peut entendre les plus grands airs de la musique baroque de Lully à Charpentier, de Gluck à Rameau. Cette balade qui dure 2h30 est semée de surprises avec ses jets d'eau et ses cascades de lumière. Pour terminer cette soirée inoubliable, des artificiers, véritables magiciens de la pyrotechnie, viennent présenter des feux d'artifice royaux. Ces derniers événements se passent pour la plupart du temps le mardi, les vendredis et les week-ends. Durant l'été, lors des nuits de l'orangerie, de grands spectacles en plein air sont donnés dans le magnifique cadre des jardins de l'orangerie. L'Académie équestre de Versailles propose son spectacle à chaque année, où elle exhibe le dressage de ses montures, le chant, l'escrime artistique, le tir à l'arc japonais et la danse. Pour terminer, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Sous Louis XVI, les jardins ont subi des transformations importantes, comme je l'ai dit tantôt. À l'hiver de 1774-1775, on a vu une replantation totale des jardins. Les arbres datant de Louis XIV ont été abattus avec l'intention de transformer, imaginez, les jardins à la française de Lenôtre en jardins à l'anglaise. Cette tentative a échoué finalement car il aurait fallu modifier complètement toute la topographie. Les jardins à l'anglaise étant caractérisés par des formes irrégulières, par des monticules et des dépressions. L'antithèse des jardins à la française. Finalement, la plantation des nouveaux arbres se fit dans le respect des règles de jardin à la française. C'est ainsi que Versailles put demeurer le modèle à suivre pour de tels jardins et est ainsi devenu le prototype pour tout jardin à la française. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? On va passer au jardin suivant, le jardin botanique de Singapour. Ce magnifique jardin est situé au cœur de la ville. Il démontre l'évolution d'un jardin tropical qui à l'origine était britannique. Il a d'abord été, à partir de 1859, un jardin d'agrément dans le style paysager anglais, pour devenir au fil des ans un jardin botanique moderne de premier ordre. Depuis 2015, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il reçoit annuellement plus de 4 millions de visiteurs. Il ne faut donc pas s'étonner que Singapour soit surnommée la ville-jardin. Le jardin de Singapour est divisé en 3 zones principales, soit Tanglin, Central et Bukit Timah. Dans l'espace Tanglin, on retrouve l'entrée principale qui date des années 1860. Le lac des Cygnes de 1866 et la colline célèbre pour son kiosque à musique datent de 1930. Dans l'espace central se trouve la ceinture touristique des jardins qu'on verra en détail tantôt, avec sa vallée des palmiers, son lac Symphonie et le jardin de gingembre. Le Jardin national des orchidées, créé en 1995, et la forêt tropicale sont également situées dans la zone centrale. Depuis 1859, les orchidées ont été associées au Jardin de Singapour. Le programme d'hybridation qui a débuté en 1928 mérite que sa production soit exposée dans toute sa splendeur. Le design de ces orchidées a été façonné à la main, si on peut dire, par le personnel dévoué du jardin, qui vise toujours à générer des produits d'hybridation uniques au monde. Avec plus de 1000 variétés,
disponible, la splendeur de ces magnifiques végétaux est l'atout incontesté du jardin botanique de Singapour. Il y a aussi le jardin de gingembre qui renferme plusieurs centaines de variétés de cette plante et de familles végétales apparentées. Avec sa promenade derrière une cascade d'eau et avec son bassin rempli de nénuphars géants de l'Amazonie, le jardin de gingembre est très populaire auprès des visiteurs. Ces derniers peuvent admirer une impressionnante variété de gingembre de toutes formes et de toutes tailles, plusieurs ayant de très jolies feuilles et des fleurs très jolies exactement, comme celle-ci qu'on voit à l'écran. Ce jardin a été divisé en plusieurs zones selon le lieu de provenance et la variété du gingembre. Le lac Symphonie est situé dans la zone centrale du jardin. Construit en 1974, il s'agit d'un lac artificiel qui porte ce nom à cause de la scène symphonique qui se trouve sur un îlot au milieu du plan d'eau. L'Orchestre symphonique de Singapour y donne un concert à tous les mois. Le jardin botanique qui est le poumon vert des Singapouriens à la croisée entre Central Park à New York et les jardins de Kew à Londres. C'est ici que furent plantés les premiers hévéas en Asie. Ce sont ces arbres qui produisent un caoutchouc naturel sous forme de latex liquide et on le récolte un peu comme on récolte le sirop d'érable ici. Leur bois est aussi utilisé en menuiserie intérieure pour la confection des meubles. Même s'ils ne font pas partie du jardin botanique comme tel, je m'en voudrais de ne pas mentionner le projet appelé « Jardin sur la baie », car ce n'est pas demain qu'on va repasser par Singapour. Ce parc naturel urbain fait partie d'une stratégie du gouvernement local visant à transformer la ville-jardin en une ville dans un jardin. En 2006, un concours international pour la conception de ce parc a attiré 70 participants. En 2012, il ouvrait ses portes au public. Ce parc est devenu extrêmement populaire, attirant en 2021 au-delà de 50 millions de visiteurs. Le site Internet anglophone l'a proclamé comme le plus beau jardin du monde, devançant le jardin majorel de Marrakech qu'on a visité à la dernière conférence et le jardin du Luxembourg à Paris. Ce parc est dominé par 18 super arbres en métal, dont la structure est recouverte de 150 000 plants. Ces super arbres sont reliés entre eux par des passerelles suspendues dans ce décor de parc futuriste et tropical. Les arbres s'illuminent la nuit venue, imaginez. Deux structures très imposantes dominent le parc. Le Flower Dome est une des plus grandes serres du monde avec ses 12 000 m², abritant des plantes méditerranéennes à température constante, ainsi que des cactus et des baobabs. L'autre bâtiment de serre se nomme Cloud Forest. Ce dôme est le plus spectaculaire des deux, car à peine entré sous sa voûte immense de 35 mètres de hauteur, on tombe nez à nez avec une cascade réputée pour être une des plus élevées de cette forêt tropicale, humide. Un ascenseur conduit les visiteurs au sommet de la voûte vitrée, donne accès à une promenade aérienne surnommée le Cloud Walk, donnant des points de vue spectaculaires sur cette végétation qui explose dans un tel milieu aussi chaud et humide. En terminant, je voudrais vous dire deux mots sur l'orchidée nommée Miss Joachim, qui est une hybride issue du croisement entre deux espèces botaniques. Cette fleur exceptionnelle, qui est devenue l'emblème floral de Singapour, avait été créée en 1893 par une orchidophile venue d'Arménie qui s'était expatriée à Singapour. Comme vous avez pu le voir, le jardin botanique de Singapour n'est pas particulièrement éblouissant par la richesse de ses végétaux, hormis les orchidées, les gingembres et les hévéas. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est l'attitude très favorable du gouvernement, qui n'a pas craint d'investir pour verdir amplement le centre-ville, considérant que c'était un enrichissement pour la communauté. Avez-vous des questions ou des commentaires? Alors, on va se déplacer maintenant en Italie. On va aller visiter la Villa d'Este à Tivoli, en Italie. Cette Villa d'Este est située à 30 km de Rome, est vraiment un chef-d'œuvre de l'architecture italienne et de l'aménagement des jardins.
grâce à sa conception novatrice et à l'ingéniosité des ouvrages bâtis de son jardin avec ses cascades, ses bassins et ses fontaines. C'est le jardin idéal pour l'Italie du 16e siècle. Il a par la suite exercé une grande influence sur d'autres jardins en Europe. Il fait partie, bien sûr, du patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis 2002. Cette villa a été construite à l'initiative du cardinal d'Este, que le pape avait nommé gouverneur de Tivoli. À défaut d'être devenu pape lui-même, il a voulu que sa résidence exprime sa magnificence et son pouvoir. Le cardinal s'inspira des techniques des anciens Romains pour alimenter les multiples fontaines de son jardin. C'est l'architecte Piero Ligorio qui conçoit les fabuleux jardins de la villa. Ça, c'est le plan de l'aménagement du jardin. Il faut savoir que le réseau hydraulique de toutes ces fontaines ne fonctionne que par gravité, aucun mécanisme à proprement parler n'étant présent. L'ensemble de la propriété comprend le palais et les jardins, s'étend sur 4 hectares et demi. Une fois l'approvisionnement en eau assuré et son écoulement rendu possible par la gravité naturelle créée par les différents niveaux du jardin situé sur le flanc d'une colline, les travaux de construction des fontaines, des bassins décoratifs, des grottes et des plantations végétales très variées ont pu commencer. Nous reviendrons tantôt sur les fontaines individuelles. Ce jardin incarne à la perfection l'idée du jardin comme œuvre d'art, où le génie humain dans la recherche de la beauté réussit à vaincre la nature. Pour les gens de cette époque qui avaient été témoins de la métamorphose d'un ancien couvent franciscain, d'une villa d'agrément avec des jardins qui détournent des cours d'eau, pour que des fontaines fantaisistes puissent jaillir, c'était formidable. Le meilleur temps de l'année pour visiter la villa d'Este est le mois de mai, lorsque les nombreux rosiers et autres plantes aromatiques embaument l'air ambiant. Au mieux éviter une visite en hiver car les fontaines ne sont pas en fonction. La façon dont ces concepteurs ont réussi à implanter le jardin sur ce terrain au fort dénivelé fut de construire des terrasses successives sillonnées par plusieurs allées. L'axe central du jardin est croisé par 5 allées secondaires, chacune se terminant par une fontaine. La quarantaine de fontaines présentes sur le site en sont devenues la marque distinctive. Les cascades et les grottes imaginées par l'architecte Ligorio ont été imitées dans plusieurs jardins à travers l'Europe subséquemment. Les cyprès centenaires du jardin reflètent une tonalité de vert sombre dans les eaux des 3 bassins de la terrasse du bas. Parmi les merveilles de ce jardin, mentionnons la fontaine de Neptune et son jet d'eau pouvant atteindre 10 mètres de hauteur sans aucun support mécanique. Son concepteur, le sculpteur Lorenzo Bernini, peut être fier de son œuvre, devenue un modèle pour plusieurs fontaines du 18e siècle. Celle de Bernini a été restaurée en 1927 après 2 siècles d'abandon. La partie la plus haute est formée par l'emplacement de la fontaine de l'Orgue. Cette dernière, imaginée, a été créée en 1568 par 2 Français, Luc Leclerc et Claude Vénard. Elle fait de la musique grâce à un orgue de 22 tuyaux qui est activé par la force de l'eau. Le dispositif a été restauré il y a quelques années et fonctionne durant les heures de visite. Dans les niches, on voit à gauche la statue d'Apollon et à droite la statue d'Orphée. En bas de la fontaine de Neptune se trouvent les 3 bassins qui servaient de vivier pour l'élevage des poissons qui finissaient dans l'assiette de Monsieur le cardinal. Cette fontaine dite des dragons nous montre une composition de 4 dragons assis en cercle dos à dos. L'architecte Ligorio a conçu cette fontaine qui est dédiée à représenter la lutte entre le bien et le mal. L'allée des 100 fontaines avait 3 niveaux de bassins étagés, rappelle les 3 rivières présentes à Tivoli, et c'est l'attraction la plus photographiée de ce jardin.
Cette allée nous mène directement à la fontaine de l'œuf, qui est à la fois théâtrale et paisible. Construite en 1567, son nom faisait référence à sa forme ovale, venue de la forme de sa vasque. La fontaine de la Petite Rome est décorée de reproductions miniatures des plus importants monuments de la Rome antique. On peut voir tout en haut la déesse Roma assise sur son trône, ainsi qu'à droite les jumeaux Romulus et Rémus, fondateurs de Rome, en compagnie de la louve qui leur a sauvé la vie. Le bateau qui se situe sur le semblant de fleuve Tibre, alimenté par 2 ruisseaux, représente l'île de Tévéré à Rome. La fontaine Mère Nature, ornée d'une statue de Diane d'Éphèse, déesse de la fertilité, distribue à partir de ses multiples seins le lait de la sagesse universelle. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur la Villa d'Este? Alors, chers amis, nous allons revenir au Québec momentanément, plus précisément à Kingsey Falls, pour visiter le parc Marie-Victorin. Celui-ci a été créé en 1985 pour rendre un hommage au père de la botanique moderne au Québec, le frère Marie-Victorin, qu'on voit ici dans sa jeunesse. Lui qui était né 100 ans plus tôt à Kingsey Falls, justement. Ce magnifique parc, bâti par des passionnés qui voulaient saluer l'œuvre botanique immense de ce grand homme. Quelques chiffres d'abord, si vous le permettez. Le parc reçoit 40 000 visiteurs par année. Il compte environ 10 000 espèces de cultivars et où 60 000 végétaux annuels sont plantés. La mission que s'est donnée ce parc est d'inspirer chez ses visiteurs la curiosité sur la richesse de la biodiversité par l'étonnement. Je vous fournis maintenant quelques autres dates. Maintenant, dans l'histoire de ce jardin encore tout jeune, en 1997, la première mosaïculture traditionnelle est créée. Je vous prierai de remarquer le raffinement dans le motif du chandail en laine de la mosaïculture. En 2010, on aménage la serre tropicale. L'année suivante, c'est le parcours du jardin du géant qui est inauguré. En 2015, le magasin général ouvre ses portes et à partir de 2022, le projet d'agrandissement du parc se met en branle. Au tout début, c'est l'entreprise locale, mais qui est aussi une multinationale, la papetière Cascade, qui a cédé aux organisateurs ce terrain de 3 acres sur les rives de la rivière Nicolette pour y aménager le parc. Des bénévoles animés par la force et le courage ont transformé cet ancien dépotoir en un site enchanteur qui va inclure des plates-bandes de rocailles, un belvédère pour admirer les chutes en question, avec des végétaux, des arbres et des arbustes qui ont été donnés par diverses institutions à travers le Québec. Lors de la première saison en 1985, le jardin a réussi à accueillir 9000 visiteurs. Aujourd'hui, ce parc compte 6 jardins thématiques et possède une serre tropicale qu'on a vue tantôt. C'est ici qu'a été créée la première mosaïculture au Québec. C'est aussi ici qu'on peut admirer le plus grand nombre de ces mosaïcultures en permanence, soit 12. Celles-ci sont composées de 5000 plantes chacune au minimum. Créer une mosaïculture, ça se fait d'abord en imaginant une œuvre d'art vivante. Pour ça, il faut jouer avec les couleurs et les textures pour créer ces immenses sculptures. La mosaïculture exige une intense planification et des milliers de petits plants de fleurs pour y arriver. Elle se modifie d'une journée à l'autre et requiert une attention et des soins quasi quotidiens pour se perpétuer. Comment construit-on une mosaïculture? Premièrement, il s'agit d'assembler une structure métallique faite d'aluminium ou d'acier inoxydable qui doit être assez forte
pour supporter le poids de toute cette terre, surtout lorsqu'elle est trempée. La forme de cette structure est ensuite recouverte d'une toile géotextile, puis un terreau composé de mousse de sphaigne, de fibres de noix de coco est appliqué sur la toile. Cet assemblage peut demander jusqu'à 3 semaines d'une minutie constante. Quand on regarde une mosaïculture, on ne distingue pas les milliers de plants dont ces œuvres sont composées. Cette mosaïculture représente le frère Marie-Victorin et elle est faite de 13 400 plants. À cause de sa grande hauteur de 6 mètres ou 20 pieds, une nacelle est requise pour faire des travaux d'entretien, ainsi que sur celle qu'on voit ici qui était aux Mosaïcultures internationales de Montréal. Une grande patience est exigée lorsqu'on vient le moment d'insérer les boutures avec un plantoir qui sert à perforer la membrane géotextile. Ces minuscules plants sont généralement de la santoline ou du sédum, choisis à cause de la grande variété de tonalités de leur feuillage. Lorsque les Mosaïcultures internationales de Montréal ont été tenues en 2013, on en a vu d'une hauteur de plus de 15 mètres ou 50 pieds. L'entretien régulier des mosaïcultures est d'une exigence implacable. Pour que l'aspect et la forme souhaitée perdurent, il faut tailler ces plants une fois par semaine. Pour éviter que ces végétaux soient anéantis par une maladie fongique, les jardiniers doivent travailler en prévention. Allons voir de plus près les diverses mosaïcultures présentes au jardin botanique, au parc Marie-Victorin. D'abord le papillon, puis la grenouille, l'abeille, la libellule et les macarus. Ce sont elles les vedettes de ce jardin hors norme. Les 12 mosaïcultures se trouvent le long du parcours du géant. Le legs laissé par le frère Marie-Victorin ou Conrad Kerouac de son vrai nom, ce scientifique, poète et explorateur incomparable, est immense. Son œuvre principale, intitulée La flore laurentienne, est représentée par cette mosaïculture. Son œuvre fournit des informations sur plus de 700 000 variétés de végétaux. Il n'est donc pas étonnant que cette œuvre énorme l'ait aidé à créer le Jardin botanique de Montréal. Ce jardin de Kings et Falls est le seul endroit au monde où l'on peut admirer autant de mosaïculture. Dans ce jardin, on trouve aussi des plates-bandes où on trouve 3000 variétés de végétaux, soit un travail absolument colossal pour l'équipe de 12 jardiniers à temps plein qui consacrent leur vie à assurer la survie et la bonne forme de tous ces plants. De plus, on y trouve 400 légumes patrimoniaux, 200 plantes tropicales dans le serre, ainsi que 50 conifères rares. Il est intéressant de savoir que l'entretien du parc se fait sans utilisation de pesticides ou d'engrais chimiques. Il faut aussi bien sûr, mentionner les arbustes taillés qui nous sourient amicalement. Sachez que les épines du fèvier sont tellement dures qu'on peut les utiliser comme épingles et même comme clous. L'épinette de Serbie remplace souvent le sapin comme arbre de Noël. La visite de cet extraordinaire jardin situé à 90 minutes de route de Berthier est une occasion de pur émerveillement et de découverte aussi nombreuses qu'inattendues. Avez-vous des questions ou des commentaires? On va se déplacer maintenant au Royaume-Uni. Visiter les jardins du château d'Arundel. Pas Arundel dans les Laurentides, Arundel en Angleterre. Le château d'Arundel est un château fort médiéval, situé dans le sud de l'Angleterre, non loin de la Manche. Pardon. Sa construction a débuté en l'an 1067 et il est la propriété des ducs de Norfolk depuis 860 ans. Théâtre de plusieurs épisodes de l'histoire de l'Angleterre, il a inspiré des peintres comme William Turner, qui a réalisé cette aquarelle en 1824 où le château apparaît.
Pendant la guerre civile en Angleterre, qui avait duré de 1642 à 1645, le château d'Arundel a été gravement endommagé. Il aura fallu attendre 1718 avant que le duc de Norfolk de l'époque commence les réparations. Ce château est situé dans un magnifique parc surplombant la rivière Arun, d'où le nom Arundel. C'est depuis cette époque que le château est de style gothique tel qu'on le voit aujourd'hui. Le duc de Norfolk actuel est le 18e de la lignée. Pas mal comme tradition. On dit que c'est l'un des plus beaux châteaux du pays. Au cœur de 16 hectares de terrain, le château dispose de splendides jardins. Ils ont été conçus et réalisés au début du 17e siècle par le 14e comte d'Arundel. On peut y admirer des roses anglaises, mais aussi des fleurs sauvages, des lys africains et même des coquelicots. Des milliers de plantes d'allium fleurissent en mai partout autour du château. C'est absolument magnifique. Les plantes tropicales y ont aussi une belle place dans les serres. On y retrouve notamment des piments rares, du raisin et des citrons. Des dizaines de fontaines agrémentent les espaces et des arbres centenaires se croisent un peu partout. Je vous propose de suivre le développement d'une année de végétation à Arundel. Celle-ci, étonnamment, débute souvent en février, à cause du climat maritime sans doute. Les premières fleurs à sortir en fin d'hiver sont les hellebores, avec leurs pétales d'un vert brillant et leurs pointes rouges vifs. Le jaune est la couleur associée au printemps en Angleterre à cause de ses fleurs préférées que sont les narcisses, dont les bulbes ont été plantés à l'automne. L'équipe des jardiniers aura planté plus de 1 200 000 bulbes de fleurs printanières ces dernières années, dont 70 000 pour le Festival des tulipes en avril. Ce sont 130 variétés de tulipes qui vont éclore à ce temps de l'année. Il y en a pour tous les goûts. La variété Belle Époque ressemble aux tulipes d'autrefois. Je vais vous raconter une petite histoire sur l'histoire de la tulipe. La première tulipomanie, si on peut dire, s'est manifestée en Turquie, sous le règne de Soliman le Magnifique. Ces fleurs étaient cultivées pour le plaisir du souverain et de sa cour, car elles étaient un signe de richesse et de prestige. Imaginez, on allait même jusqu'à installer des miroirs derrière les tulipes pour faire qu'elles paraissent être plus nombreuses. Le mois de mai arrive et apporte une nouvelle teinte de couleur dans les jardins avec la sortie des alliums qui prennent la relève des tulipes. Ces fleurs sont si versatiles qu'elles viennent de différentes hauteurs, formes et teintes, de pourpre et de blanc. La variété la plus haute va atteindre les 5 pieds. Les alliums sont de la même famille que l'ail, les oignons et les échalotes. Dans le jardin blanc de la chapelle, on peut y voir la variété Mont Blanc, c'est une variété d'allium, à la forme ronde avec des fleurs blanches en forme d'étoile. Le mois de mai est une période très active pour l'équipe des jardiniers, car c'est le moment où on plante des graines de légumes qui viendront nourrir les occupants du château. Les roses arrivent à Arundel en juin, en même temps que l'été. C'est évidemment l'époque où le jardin de roses est à son apogée. Les variétés de roses sont très colorées et traditionnelles. Ce jardin de roses est dans une pente en contrebas du château, avec en arrière-plan des fleurs sauvages. Pendant ce temps, les plants de pêche dans les serres commencent à mûrir et donneront de beaux fruits juteux. En juillet, la végétation à Arundel est à son plus beau, alors qu'il y a tant à voir. Les coquelicots se retrouvent parmi les fleurs sauvages. Durant cette période, la fleur la plus populaire dans les jardins d'Arundel, la scarola, ou la fleur éventail de la fée, une fleur originaire de l'Australie. La diorama est une fleur élégante qui pousse entre les souches d'arbres et qui vient des hautes collines du Zimbabwe. Pendant le mois d'août,
Les dahlias apportent un kaléidoscope de couleurs avec leurs énormes fleurs qui donnent un élan irrésistible au jardin. Sachez que cette fleur est la fleur nationale du Mexique depuis 1963. Les Aztèques, par exemple, se servaient déjà des dahlias pour traiter l'épilepsie. Les rudbeckies, en jaune et noir, donnent un look estival avec leurs pétales jaunes et leur cœur noir. Cette fleur va durer jusqu'à l'automne. Elle est juxtaposée aux liscana avec leurs énormes feuilles. Les tournesols dans le potager biologique sont magnifiques à cette période. Pendant ce temps, les pommes commencent à mûrir dans le verger du château d'Arundel. À l'automne, l'activité principale est la plantation des bulbes, bien sûr, pour les fleurs printanières, ce qui comprend les narcisses et les tulipes. L'automne, c'est aussi le moment des récoltes dans le potager et dans le verger. On cueille entre autres tous les cucurbitacées. En cette période, les arbres et les arbustes se parent d'une grande variété de teintes, comme les prunus et les érables. Les vergers vont donner leurs poires et leurs pommes. N'ayez crainte, les potirons et les citrouilles seront au rendez-vous pour la fête de l'Halloween. Y a-t-il des questions ou des commentaires? On va passer maintenant en Italie. On va retourner en Italie, c'est-à-dire ici le jardin botanique de Padoue. Ce qui est intéressant dans ce jardin, c'est que c'est le premier jardin botanique au monde depuis qu'il existe depuis 1545. C'est par conséquent un monument de valeur historique, architecturale et botanique qui a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Ce jardin est situé donc à Padoue, soit dans le nord-est de l'Italie, à proximité de Venise. Ce qui est arrivé, c'est que la République de Venise, à l'époque, avait décidé de créer ce jardin botanique pour y faire la culture des plantes médicinales. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'industrie pharmacologique qui produisait des médicaments pour soigner les maladies des gens. Alors, il fallait se fier aux extraits des substances végétales naturelles. Il est donc extrêmement important, pour ne pas dire vital, d'avoir des réserves de ces médicaments pour affronter les nombreuses épidémies qu'il y avait à cette époque-là. On y formait aussi des étudiants à qui on enseignait comment reconnaître les diverses variétés de plantes médicinales. Petit à petit, le jardin s'est enrichi de plantes en provenance de contrées lointaines où les marchands de Venise poussaient leurs expéditions commerciales. À cause de ça, ce jardin a joué un rôle important dans l'étude de ces plantes exotiques pour l'époque. Ce jardin a servi de modèle à tous les autres jardins botaniques à travers le monde et a permis l'essor de connaissances spécifiques, en botanique bien sûr, mais aussi en médecine, en pharmacie, en chimie et en écologie. Conçu de forme circulaire, le jardin a toujours conservé son aspect d'origine. Le cercle du jardin a un carré inscrit à l'intérieur, ce qui représentait l'idée de la perfection. Le carré lui-même est divisé en 4 secteurs par 4 allées qui partent d'un point central et qui sont orientées vers les 4 points cardinaux. À la fin du 16e siècle, plusieurs fontaines ont été construites, non seulement pour l'agrément, mais surtout pour irriguer les plantations. Dans le jardin, on peut retrouver 3 cadrans solaires, dont le premier est cubique, le second sphérique et le troisième est conique. À travers le jardin, on a ajouté au fil des ans des statues, parce qu'il y a eu d'éminents botanistes qui ont travaillé dans ce jardin botanique et qui ont fait des découvertes importantes, laissant ainsi leur marque dans ce jardin. Le jardin de Padoue a surtout cultivé des essences exotiques qui plus tard se sont répandues dans le reste de l'Europe. Parmi ces plantes, on compte un palmier nain, un ginkgo, le magnolia, parmi les plus anciens d'Europe, est conservé dans une serre particulière. À l'extérieur, dans l'arboretum, il y a un gigantesque platane dont le tronc est creux depuis qu'il a été frappé par la foudre. On y retrouve aussi des conifères, des magnolias ainsi que des sentiers, comme dans les jardins à l'anglaise.
Il y a aussi dans l'arboretum un tronc d'orme qui a été sectionné pour mettre en évidence les cernes d'années de croissance de l'arbre. Les plantes cultivées à l'extérieur de la serre dans ce jardin sont au nombre d'environ 6000. Parmi les plantes de caractère utilitaire, on trouve bien sûr les plantes médicinales, qui sont très bien identifiées par le petit panneau qui indique leur nom scientifique, ainsi que leurs propriétés thérapeutiques. Récemment, on a créé une collection de plantes vénéneuses dans le but de les reconnaître et d'éviter de s'y frotter. On retrouve aussi dans la serre une collection de plantes insectivores. Pendant la première partie du 18e siècle, on a érigé un mur circulaire autour du jardin, car imaginez-vous qu'il y avait trop de vols de plantes médicinales la nuit. Grâce à sa bibliothèque de 50 000 volumes d'une grande importance et à son herbier, qui est le second d'Italie par sa taille, ce jardin a eu un impact majeur dans l'essor de plusieurs branches de la science moderne. Il faut préciser que l'arboretum dont j'ai parlé tantôt se situe à l'extérieur du mur circulaire du jardin. La plante la plus ancienne du jardin de Padoue, le palmier dit de Saint-Pierre, planté en 1585, qui est aussi connu sous le nom du palmier de Goethe, car le poète allemand, après l'avoir étudié en 1786, expliqua son évolution dans son œuvre La métamorphose des plantes. En 2014, le jardin s'est offert un agrandissement considérable avec la construction de ces splendides serres tropicales. C'est maintenant l'Université de Padoue qui a pris la direction du jardin sous sa gouverne. On a récemment appris que certaines espèces telles que le magnifique ginkgo, la pomme de terre, ainsi que le cèdre de l'Himalaya ont été introduits en Italie et donc en Europe grâce à ce fameux jardin botanique. C'est des questions ou des commentaires? Bon, on va entreprendre la visite du dernier jardin de la journée, les jardins de Peterhof en Russie. Ces jardins russes sont situés à quelques 30 km de Saint-Pétersbourg, sur les rives du golfe de Finlande. Ceux qui verraient des similitudes avec Versailles ne se tromperaient pas. Pierre le Grand, tsar de Russie, avait décidé de construire un prestigieux palais d'été. Plus jeune, il était allé visiter Versailles, imaginez, parce qu'il était très près de la France, et à son retour de voyage, il ordonna qu'on construise à cet endroit un palais grandiose qui dépasserait Versailles par sa beauté extraordinaire. Ambitieux, n'est-ce pas? La construction du palais et des jardins ont débuté en 1714 sous la direction de l'architecte français Jean-Baptiste Leblond. Les travaux vont se terminer 9 ans plus tard. L'aspect le plus spectaculaire de la propriété est une dénivellation d'environ 60 pieds, située à 600 pieds du rivage du golfe. Le jardin inférieur relie le palais situé en haut de la dénivellation au rivage du golfe. C'est en partie un jardin à la française occupé par beaucoup d'arbres matures, parmi lesquels on a installé des fontaines. L'une des plus remarquables fontaines est baptisée le Soleil. Un disque duquel jaillissent tout autour des jets d'eau, qui est une illusion pendant que la structure complète tourne autour d'un axe vertical. C'est comme si la direction du soleil changeait constamment. Il faut vous dire que plusieurs fontaines sont conçues pour arroser les aristocrates de la cour, car imaginez que Pierre le Grand adorait jouer des tours et était un farceur hors pair. Deux de ces fontaines ont la forme d'arbres qui se déclenchent à l'approche de quelqu'un et les arrosent. Une autre fontaine a la forme d'un parasol avec un banc circulaire autour de sa base, déverse une bonne quantité d'eau lorsque quiconque a
ait tenté de venir s'asseoir sur le divan. Les deux fontaines les plus visibles de Peterhof se nomment Adam et Ève, qui occupent des positions symétriques de chaque côté du canal maritime qui part du palais pour aller se jeter dans les eaux du golfe de Finlande. Ce qu'on appelle la Grande Cascade est une fabuleuse fontaine qui descend le dénivellation en 7 marches vastes, tout en étant ornée de 200 sculptures en bronze doré et dotée de pas moins de 60 jets d'eau. Au centre de la cascade se trouve une grotte artificielle à 2 niveaux, bâtie en pierre brune. Elle contient un modeste musée de son histoire. L'une des présentations est une table portant un beau plateau de fruits alléchants, artificiel bien sûr. La table est équipée d'un jet d'eau pour arroser quiconque s'approchera des fruits défendus. Dans les années 1730, on a ajouté la grande fontaine de Samson, qui représente celui-ci alors qu'il ouvre de toutes ses forces la gueule d'un lion. Cette représentation se voulait un symbole de la victoire de la Russie sur la Suède dans la Grande Guerre du Nord. De la gueule du lion surgit un formidable jet d'eau de 60 pieds dans les airs, soit le plus haut de toutes les fontaines de Peterhof. Il faut savoir que les 160 fontaines de ces jardins fonctionnent toutes sans pompe, soit simplement par la gravité, et que le réservoir est alimenté par un réseau d'aqueducs de plus de 4 km de longueur. Le jardin supérieur de 15 hectares se trouve derrière le palais et sert donc d'entrée lorsqu'on arrive par voie terrestre. Il a été aménagé à la française avec fontaine et statues au cours des années 1730. Le jardin inférieur a un aménagement mixte, en partie à la française, et à mesure qu'on se rapproche des rives du golfe, ça devient plutôt un jardin à l'anglaise. Jusqu'à la révolution bolchevique de 1917, Peterhof a été la résidence d'été des tsars de Russie. À partir du moment où les tsars étaient disparus du portrait, on l'a converti en musée. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine a été occupé par les troupes allemandes, qui l'ont gravement endommagé avant qu'il ne soit complètement restauré par la suite. J'y reviendrai. Le grand palais construit par Pierre le Grand a été constamment agrandi jusqu'à atteindre 1000 pieds de façade avec une cathédrale imposante à chaque extrémité. Il faut reconnaître que Peterhof a dépassé Versailles quant au nombre de fontaines. Alors que le palais de Louis XIV en compte 55, celui de Pierre le Grand en contient 176. Dans le jardin supérieur, il y a 2 bassins géants qui jadis servaient d'étang en poissons et qui ont été convertis en source d'alimentation pour la spectaculaire fontaine de Samson et le lion pour atteindre les 60 pieds que j'ai déjà mentionnés. Dans le cas du jardin inférieur, qui borde le golfe de Finlande, Pierre le Grand s'est construit une simple maison familiale charmante qu'il a surnommée Mon Plaisir, car il était le plus francophile de tous les tsars de Russie. De nombreux touristes se sont aventurés sur les abords de cette maison et se sont réjouis d'y trouver un joli banc à l'ombre. À l'époque où son propriétaire vivait, quiconque s'assoyait sur ce banc invitant aurait été aspergé par un torrent d'eau. Un méchant farceur, ce tsar. Parlons maintenant de la richesse des végétaux de Peterhof. Disons d'abord que les nazis, lorsqu'ils ont investi Peterhof, se sont empressés de couper 10 000 arbres sur le domaine. Rien de moins. La plupart de cette malheureuse perte n'a pas été les chênes anciens ou les tilleuls taillés, mais bien ces sapins, tous de 20 pieds de haut, Lucie, faits de plomb avec leurs 2500 branches artificielles que le tsar avait fait ériger. À l'époque, les aristocrates de la cour qui tentaient d'examiner de plus près ces arbres inusités étaient accueillis par des centaines de jets d'eau provenant des fissures dans les faux troncs d'arbres. Depuis les années 1990, après la restauration de ce fabuleux domaine, après la guerre, Peterhof a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et a été déclaré une des 7 merveilles de la Russie.
Le meilleur temps de l'année pour visiter ces jardins se situe entre avril et septembre. Le 16 mai, l'ouverture officielle des fontaines se déroule avec musique et danse. Quant à la cérémonie fermeture de la saison, c'est le point culminant de l'année alors qu'on célèbre avec des spectacles de musique et de lumière accompagnés de feux d'artifice grandioses. L'intérêt botanique des jardins de Pétros se retrouve dans l'aménagement des jardins supérieurs et inférieurs à la française. Au niveau botanique, il faut bien avouer que les aménagements des végétaux sont moins spectaculaires que les fontaines. Le jardin inférieur est le plus intéressant en raison de sa composition de végétaux. En effet, on y trouve des allées bordées de très nombreux arbres de grande taille, comme des tilleuls ainsi que des chênes, dont les longs pédoncules portent des glands. Il y a aussi des magnifiques parterres de broderies faits de buis commun. En conclusion, je vais vous rapporter ce que j'ai lu. Ça a l'air que si Pierre le Grand avait donné autant d'importance à l'eau dans ses fontaines et dans l'aménagement de ses jardins, c'est qu'il ambitionnait de faire de la Russie une grande puissance maritime qui saurait dominer les mers. Ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Si vous aimez voir des photos de superbes fleurs, vous êtes sans doute resté sur votre appétit, et je suis le premier à le déplorer. Mais que voulez-vous? Quand des mégalomanes comme Louis XIV et Pierre le Grand se mettent en tête d'éblouir la populace, ils vont préférer inévitablement l'aspect spectaculaire des fontaines à la beauté subtile et plus discrète des fleurs. On se reprendra une autre fois.